Est-ce que Attic, pour reprendre son expression, c'était un petit con sur le tournage? Est-ce qu'il a mal géré à un moment la célébrité qui lui tombait dessus de manière extrêmement Ouais. brutale? D'abord, est-ce qu'on aurait fait mieux à sa place? Je suis pas sûr. Mais au-delà de ces discussions-là, la réalité, c'est que ce gars, le succès de la saison 1, elle est grandement grâce à lui. Là, je te donne un scoop qu'on n'a jamais donné à qui que ce soit. Chaque rappeur était payé 1000 balles. La journée? Ouais, 1000 € pour ton apparition. Pour te Ok. dire à quel point c'était rien. C'est une série qu'on Mhm. a fait avec très peu de moyens validés. C'est de la comédie, on rigole. Donc, on accepte de forcer un peu sur les traits pour que ce soit drôle. Mais il n'y a aucun moment où c'est dénigrant. Si c'était dénigrant, ce que je fais, ça n'aurait pas lancé les carrières que ça a lancé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marwan pour le Média Rap Punchline. On se retrouve une nouvelle fois pour le format phare de la chaîne, l'entretien. Et aujourd'hui, je reçois un invité de grande classe, un réalisateur, acteur, tête d'affiche du cinéma français depuis des années, monsieur Franck Gastambide. Comment ça va, Franck? Ça va, merci beaucoup. Elle est cool, cette présentation. C'est J'aime vrai? bien. Ah T'as ouais, bien j'aime aimé? bien. J'ai vu que tu t'es redressé et Ouais, tout. ouais. Attends, c'est pas mal, c'est ce qu'il dit. Ouais, ouais. Ça va, ça se passe? Ça va. Merci, merci de me recevoir. Super, merci d'être là. Donc on est aujourd'hui là pour parler de Validé, la saison 3, qui à l'heure où on se parle sort dans quelques jours. Ouais. C'est une série qui a cartonné, une série à succès, notamment la saison 1 qui a été un game changer, que ce soit dans le rap ou même pour les gens qui ont participé. Ça fait déjà 5 ans maintenant que la saison 1 est sortie. La saison 2 était sortie l'année d'après, en 2021. Donc là, on est quasiment 4 ans plus tard. Ouais. Pourquoi avoir mis autant de temps à sortir la 3e saison et quels ont été les enjeux de cette 3e saison? Écoute, la raison officielle, c'est que j'attendais d'être convaincu d'avoir une chose aussi intéressante à raconter dans cette saison que la saison précédente. La saison 1 raconte l'ascension d'un homme joué par Attic. La saison 2 racontait les difficultés d'être une femme dans le milieu du rap. Et puis, il fallait arriver avec un sujet qui soit aussi fort. Et il y avait une espèce d'évidence de raconter un duo qui va probablement se déchirer, un duo avec ces graves péchés que sont l'ego, que sont parfois la rancune, parfois enfin, tous ces déclencheurs d'embrouille qui, pour moi, est un bon terrain de jeu artistique et d'écriture. Ça, c'est la raison principale. L'autre raison, c'est vrai, c'est que c'est une série dont on me parle tous les jours dans la rue. C'est-à-dire que j'ai fait d'autres trucs dans ma vie, mais ça, c'est vraiment ce dont on me parle le plus. Et ma grande fierté, c'est que ça a été très au-delà du milieu du rap. C'est-à-dire que cette série, tu le sais, elle a touché des gens qui connaissent pas le rap, qui parfois même n'aiment même pas le rap. Et quand tu vas chez le dentiste, à la pharmacie, et que tout le monde te dit alors la prochaine saison de Validé, c'est quand et pourquoi pas chez les morts, et tu te rends compte que c'est devenu un espèce de petit phénomène Ouais. et tu as très envie de le proposer au public. Après, puisque là on s'est dit qu'on allait se dire les trucs vrais, l'autre raison qui fait que je mets beaucoup de temps à refaire une saison de Validé, c'est que faire un succès dans le rap, c'est le début des problèmes. Mm. Et ça, j'étais pas ultra préparé à ça. C'est-à-dire que faire une série sur le rap, c'est une chose. Faire une série sur le rap qui, comme tu le dis, a été game changer et a été un succès, ça te cause des problèmes. Ça cause des problèmes auxquels tu t'attends pas. C'est quel genre de problème? Le succès, ça cristallise des frustrations, des jalousies, et toutes ces jalousies et ces frustrations, parfois, ça peut rendre des gens méchants. Donc, évidemment, dans des gens qui sont en dehors de ta vie, mais aussi parfois des gens qui font partie même de ce succès, qui estiment qu'ils n'en ont pas profité assez de ce succès. Donc, d'un coup, c'est des gens qui étaient avec toi et puis finalement qui veulent ton mal. C'est ça la réalité. Et finalement, j'étais bien naïf de penser que ça n'arriverait pas. Faire un succès dans le rap, ça attire des problèmes. Ok. C'est vrai que je lisais une interview de toi dans Le Parisien il y a quelques jours où tu disais notamment que tu avais même reçu des menaces, par exemple de la part d'équipes d'artistes qui t'attendaient en bas d'un hôtel ou d'artistes qui, d'équipes d'artistes plutôt qui, un jour avant de venir sur le tournage, demandaient à tripler leur cachet. C'est des exemples comme ça dont tu parlais dans l'interview sur Le Parisien. Est-ce que c'est des choses qui ont été, comment dirais-je, assez récurrentes ou c'est des cas un peu plus isolés? Non, c'est des cas isolés, mais ce sont des cas avérés et suffisamment dérangeants pour qu'à un moment, tu te dises, écoute, je vais laisser tomber le peura là pendant un moment Ok. et je vais partir en Colombie faire un film avec Mike Tyson et je vais kiffer et ça va être cool.
et je vais retrouver Ramzy et mes potes et on va refaire un film un peu cool, on va faire une comédie d'action parce que en vérité, c'est chaud tout ça. Mm. Et bah, Marwan, tu travailles dans un média rap, je pense qu'il n'y a rien de ce que tu as pu lire dans cet article qui t'a étonné. Non, rien qui m'a étonné, malheureusement. Ouais, c'est ça. Le milieu du rap est comme ça et en fait, même parfois pire. Donc, ouais, ça fait réfléchir parfois. Bah, c'est vrai qu'en plus, en ce moment, on est en plein dans. Tu sais, beaucoup de gens parlent du livre L'Empire, qui est Bien sorti sûr. il y a pas si longtemps dans les bacs. Et il y a beaucoup de gens, justement, qui découvrent des histoires liées au rap, qui en parlent. Toi aussi, tu avais, par rapport à Valider, mis en lumière, sans le dire, parce que ça reste une fiction, certaines histoires, certaines choses qui ont pu arriver. Parce que dans Valider, notamment la saison 1, il y a pas mal de choses qu'on découvre dans la web série qui sont en fait des choses vraies. Et. Ouais, les gens qui connaissent bien le rap français savent qu'il y a des tas d'histoires qui sont inspirées de vraies histoires. Mm. Euh, non, ce qui m'amuse maintenant avec le recul, c'est qu'il y a tellement de gens qui, face au succès, avaient la critique facile et disaient c'est cliché, c'est stéréotypé, Gaston Bide, les clichés. Et en vérité, c'était de l'ignorance. Parce que quand tu Mm. connais ce milieu, tu te rends compte qu'en réalité, c'est parfois, et c'est triste, hein, mais c'est parfois pire que ce que j'ai raconté dans Validé. Bah, ce qu'il y a dans le livre, je sais pas si tout est avéré, mais en tout cas, c'est pire que ce qu'il y a dans la saison 1 Ouais. et la saison 2, même la saison 3 de Valider. Je pense que de ce qu'on lit, la réalité même a dépassé la fiction pour certains. Ouais, et puis ça va pas en s'arrangeant. Donc, quand j'écris la première saison de Validé, que je commence à écrire en 2018, bah depuis, on a assisté à d'autres faits divers très graves qui se passent dans ce milieu. Mhm. Donc, moi, il n'y a aucun moment où euh, j'ai voulu abuser. J'ai juste voulu raconter la réalité d'un milieu du rap que je connais, que je fréquente depuis plus de 20 ans. Euh, et puis après, il faut qu'on s'autorise à ce que ce soit une fiction. Et que parfois, oui, ce qu'on a besoin, c'est de procurer des émotions. C'est une série. Tu sais, quand je fais des comédies, j'essaye que ça fasse rire les gens. Quand je fais une série un peu drama comme Validé, il faut que ça te procure des émotions. Donc, euh, c'est pas un documentaire, c'est pas la vraie vie. En revanche, ouais, on s'est inspiré de plein de choses qui sont vraies. Mhm. Mais est-ce que toi, tu étais dans une obligation de faire cette saison 3 ou est-ce que c'était vraiment toi et toi le seul décisionnaire de cette série parce que du coup, tu as mis, comme tu l'as dit, un peu de temps pour diverses raisons à la sortir, mais est-ce que tu t'aurais pu ne pas la sortir? Parce que même dans le teaser de la saison 3, on te voit avec justement la saison et dire il n'y en aura pas, les gars, il y a trop de problèmes, Ouais. trop de. Et on arrête tout et on la jette. Tu vois, est-ce que c'était pas. Le teaser, c'était pas un peu justement une sorte d'écho à ce que tu viens de dire là? Ah, écoute, il y a deux teasers. Tu sais, il y a le premier qu'on a fait pour annoncer qu'il y allait avoir une saison 3 qui Ouais. se passe où mes acteurs me serrent dans un parking. Ouais. Enfin, plutôt les personnages que j'ai créés qui se retournent contre moi. Et ça, c'était pour annoncer qu'on allait le faire, mais surtout, j'incarnais un mec qui voulait plus le faire. Mhm. Et c'était vraiment ce que j'étais. Et puis, cette pub, elle raconte que partout dans la rue, on m'en parlait. Je me fais arrêter par les flics, on m'en parle. Je vais à l'épicerie, on m'en parle. Je fais une émission de radio, on me dit alors, tu viens pour ton nouveau film, mais Validé, c'est quand? C'était ça ma vie. Ok. Et à la fois, c'était très cool de se dire qu'il y avait autant d'engouement autour de cette série. Mais ouais, je voulais plus parce que je savais que c'était remettre le nez dans un casse-tête, tu vois. Et puis même, euh, Validé est devenu une marque tellement forte que quand tu tournes quelque part, ben, il faut plus de sécurité, il faut plus de moyens aussi pour protéger ce qu'on est en train de raconter, pour pas spoiler. Enfin, on s'est retrouvé à avoir des configurations de travail qui étaient plus lourdes, plus compliquées. Et donc non, personne ne m'a obligé à le faire. Euh, mais tout le monde était ravi quand j'ai dit, bon, finalement, on va y retourner. Et maintenant, je suis bien content parce que cette saison, pour beaucoup, est déjà la meilleure des trois. Elle est très réussie et elle permet ce pourquoi j'ai créé Validé, c'est-à-dire de mettre en avant des nouveaux talents, des jeunes à qui peut-être on n'aurait pas donné cette chance. Et ça, c'est ma plus grande fierté et voilà, j'en suis très content. Justement, tu parlais de mettre en avant des nouveaux talents. Dans la saison 1, c'est ce qu'il y a eu avec Attic, avec Brahim Boulel, avec Saïdou Kamara, avec Bosch, etc. Où en fait, c'est des mecs qui, du jour au lendemain, ont été propulsés sur le devant de l'affiche. Hein. Attic, ses streams, ils avaient explosé de manière Ouais. considérable sur les réseaux. Il avait pris des abonnés de partout. En plus, tu sais, c'était au bon moment, c'était pendant le confinement. Donc les gens, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire que regarder la série. Et en fait, du jour au lendemain, c'est devenu une star. Et il y a quelques mois, on a fait une interview avec Attic, Ouais. nous. Et il était revenu un peu sur ça. Et il avait dit honnêtement, bah, du coup, 5 ans plus tard, effectivement, à ce moment-là, j'étais un petit con.
J'avais pris un peu... Ça me m'était monté à la tête. Je disais plus bonjour aux gens quand je venais sur le plateau de tournage. Il me semble que toi, tu l'as vu, l'interview. Bien sûr. Qu'est-ce que déjà t'en as pensé quand t'as vu ça? Et est-ce que tu peux nous dire après, dans un second temps, comment est-ce que tu gères, toi, l'ego des jeunes talents, des jeunes acteurs qui viennent sur un plateau de tournage? Alors déjà, merci d'avoir fait cette interview avec Attic. Merci parce à que, lui d'avoir été c'est vrai. honnête et courageux. Ouais, parce que c'est le bon mot, courageux. Parce que arriver et faire une interview et dire j'ai mal agi, ben d'abord il faut avoir des couilles. Il faut être particulièrement intelligent pour se remettre en question à ce point-là. Et ça m'a beaucoup touché, ça a touché un peu tout le monde. Moi, je veux d'abord commencer par dire que c'était pas un petit con. Là, il s'est auto-flagellé un peu. C'était pas à ce point-là. Oui, ça lui est tombé dessus alors que il était réceptionniste dans un hôtel. Il n'était pas encore connu. Et d'un coup, ben, il y a cette magie qui démarre. Il y a un tournage où tout est fait pour qu'il se sente bien, où il est chouchouté, il manque de rien. Et à son âge, c'est pas facile de gérer ça. Mais d'abord, j'ai connu des gens qui se comportaient bien plus mal que lui. Et c'était pas un petit con, c'était juste un mec qui se prenait ça en pleine tête et il a réagi comme il a pu. Euh, et puis, ben, la réalité, c'est que 5 ans plus tard, un mariage, un enfant, c'est un autre gars, et que tout va bien dans sa vie, et que là, d'un coup, il dit, bah, en fait, voilà, j'ai pas eu le bon comportement. Ben, d'abord, c'est la classe, et puis, pour être très honnête, ça nous a permis de nous rapprocher. Ok. Je crois que Grâce à l'interview. Ouais. Ah, ça fait plaisir, ça. Mais parce qu'en en fait, on n'était pas en guerre du tout. Et tu remarqueras qu'il n'y a jamais l'un ou l'autre qui a dit un mot de travers. Il a jamais mal parlé de moi, j'ai jamais mal parlé de lui, et d'ailleurs, ça n'arrivera jamais. Mais il n'en a même jamais parlé, en fait, Ouais, c'est de ça. tout ça. Et c'était vraiment comme ça. Et il me dit, bah écoute, aujourd'hui, on va en parler. Et il se livre dessus. Donc, c'était... Non, c'était magnifique. C'était très touchant de le retrouver à l'avant-première de la saison 3 où il est venu rapper, il est venu faire Prison pour mineurs. Il y a 2400 personnes au Grand Rex qui étaient ravies de voir ressusciter Apache le temps d'un morceau, parce qu'il a accepté de redevenir Apache pour ce morceau. Et c'était un beau moment, t'étais là? Malheureusement, j'étais malade, moi. Ah, t'es pas venu, c'est vrai? Non, je t'ai dit, Ah ouais. j'étais malade. Même là, je suis encore un petit peu... Non, ça va mieux, mais j'ai pas envie de faire peur à tout le monde. Ouais. Mais non, j'étais malade, j'ai raté, j'ai un peu le seum, mais bon. Écoute, Je me rattraperai. c'était un beau moment de voir Attic là. Et je pense que pour lui aussi, c'était un bon moment. Il y a une espèce de sensation de boucle qui se boucle. Mais au-delà de est-ce que Attic, pour reprendre son expression, c'était un petit con sur le tournage, est-ce qu'il a mal géré à un moment la célébrité qui lui tombait dessus de manière extrêmement brutale? D'abord, est-ce qu'on aurait fait mieux à sa place? Je suis pas sûr. Mais au-delà de ces discussions-là, la réalité, c'est que ce gars, le succès de la saison 1, elle est grandement grâce à lui. Parce que d'abord, il envoie une perf incroyable. Parce que je me rappellerai toute ma vie d'être chez moi et recevoir une note vocale d'Attic qui me dit tiens, patron, écoute. Et j'écoute Prison pour mineurs qui vient de pondre. Et je prends pas encore conscience que ça va être un banger, mais je vois bien qu'il nous a fait un truc mortel. Et voilà, le succès de Validé, ce qui fait qu'on est en train d'en parler là, c'est aussi grâce au talent de ce gars. C'est vrai qu'il fait... c'était son premier rôle au cinéma, enfin son premier vraiment gros rôle, c'est directement Canal+, et il fait une super saison. C'est vrai que Validé, tu penses à Attic... Bah, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples de mecs qui arrivent, qu'on connaît pas, qui sont propulsés héros d'une création originale Canal+, et qui, en 2 mois, prennent 1 million de followers, se retrouvent l'année d'après aux Victoires de la musique, fait d'autres tournages, ensuite il a fait des trucs pour Netflix et tout. Et puis maintenant, il a la carrière qu'il souhaitait, c'est-à-dire que t'aimes pas ce que fait Attic. Il est là, il est sur scène tout le temps, il enchaîne des albums. Et puis la grosse raison du succès d'Attic, c'est le travail. Ça, pour le coup, t'aimes pas ce qu'il fait, en tout cas, il bosse. C'est ce que disait Leïla, sa femme. Ouais. C'est un gros bosseur qui bosse avec elle aussi. Mais c'est pas le seul aussi acteur qui a explosé, parce que je sais que des mecs comme Brahim Boulel, Saïdou Kamara aussi, même Bosch, et qui continuent de jouer pour toi, notamment pour Dans la cage. C'est des mecs aussi qui ont explosé. Brahim, niveau abonné aussi, il a pris. Il a pu vraiment pleinement lancer sa carrière de comédien. Il joue encore dans la saison 3, pareil que Saïdou Kamara aussi. Comment est-ce que toi, tu
tu gérais en fait toute cette bande de jeunes acteurs qui explosent d'un coup parce que toi, tu étais déjà assez connu. Est-ce que tu avais une sorte de. Est-ce que tu étais une sorte de tonton, de grand frère? Est-ce que tu essayes de leur parler des méfaits, tu vois, d'une surexposition d'un coup, Ouais. etc. Ou pas du tout, tu étais plus dans ce rôle de réalisateur et. Alors, j'ai toujours essayé d'être un peu le grand frère et je crois l'avoir été. Je suis toujours très proche de tous, Letty y compris. Mais Et si aussi, ouais. sur cette saison 3, c'est particulier parce que maintenant, ils ont le recul des 2 saisons précédentes. En vérité, j'étais sur la saison 1 avec Brahim Saïdou Atik, j'étais protecteur, j'étais toujours là s'il y a besoin de conseils. Je les ai accompagnés, on leur a présenté des agents, on a fait en sorte qu'ils soient bien encadrés. Mais la vérité, c'est que moi-même, j'étais pas préparé à la déflagration qu'on s'est mangé en pleine tête pendant le confinement en sortant cette série. Mm. Donc, j'ai essayé d'être là au fur et à mesure, mais il faut bien reconnaître qu'il y a un truc qui nous a un peu tous dépassés quand même, tu vois. Et on n'a pas pu éviter que certains aient des mauvaises réactions, que, tu vois, Ce qui compte aujourd'hui, c'est que tout est bien qui finit bien. Mm. Mais ouais, l'histoire retiendra que ça bouscule d'être le héros d'une série qui cartonne comme ça, quoi. Justement, dans cette saison 3, tu composes avec 2 acteurs principaux qui sont dans la vraie vie aussi de 2 rappeurs, comme Letty et comme Attic. Ils ont vu, comme tu l'as dit, la déflagration que c'était Attic saison 1, star du jour au lendemain, et Letty qui a eu un succès, mais un peu moins important, je dirais, que Attic. Tu vois, en termes d'abonnés, de streams, Mm. etc., ça se vérifie. Est-ce que toi, tu as parlé justement avec eux entre guillemets, c'est pas parce que ça arrivait une fois sur la saison 1 avec Attic que ça va arriver avec vous, qu'il y aura forcément une mise en lumière sur eux. Ça reste Canal+, ça reste une grosse série. Mais est-ce que tu leur as justement parlé de tout ça, des précautions qu'il faut avoir, etc. Est-ce que dès le début, tu étais assez clair avec eux sur ça? Ouais, ouais, j'essaye de faire un vrai suivi et surtout de me tenir à leur disposition quand ils en ont besoin. Mais la réalité, c'est qu'on a affaire à 2 typeux qui sont complètement ancrés dans leur époque. Ils savent très bien que tu te manges des sauces pour rien. Ils savent très bien qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Ils savent très bien qu'il faut faire attention à tout. Et ils sont beaucoup plus armés que Attic et Letty au moment des saisons précédentes. Ok. Ils ont d'abord discuté avec Attic, ils ont discuté avec Letty. Je suis toujours à leur dispo s'il faut, mais encore une fois, parfois j'ai l'impression que c'est même plutôt moi qui ai des choses à apprendre d'eux, tellement ils connaissent leur époque par cœur, tu vois. Ok. Et comment est-ce que tu les rencontres, les deux? Déjà, dès le Bah, début, tu sais que ça va être un duo. ouais. Tu sais que. Raconte-nous un peu après, comment est-ce que tu les Bah, découvres? tu sais que la particularité de Valider, c'est que je mette en avant des jeunes talents, des gens peut-être à qui on n'aurait jamais donné leur chance, des débutants. Euh, Quasi tous les acteurs de Valider, y compris les rôles secondaires, sont des gens pour qui c'était le premier casting de leur vie et je suis super fier de ça. Et là, ben, ça n'a pas dérogé à la règle, c'est-à-dire qu'on a vu pas loin de 300, entre 300 et 500 personnes défiler avec plein de talents, plein de talents, plein de gens qui étaient Ok. super, sauf que là, on avait en plus des 2 compétences indispensables pour faire Valider, qui sont être un bon acteur, évidemment, avec le charisme pour porter une création originale Canal+, mais aussi être un bon rappeur, sinon la série n'a aucun sens. Mhm. Bah là, il fallait un troisième critère, c'est que ça match dans un duo. C'est-à-dire que tu crois que ces deux-là, c'est des potes d'enfance, que tu crois que c'est des rappeurs qui vont avoir un groupe, une carrière, etc. Et donc, bah, il faut voir beaucoup de gens, il faut essayer beaucoup de gens. Parfois, tu vois un mec super et puis il marche pas avec l'autre que tu avais choisi. Donc, c'est un long chemin de plusieurs mois. Et puis d'un coup, ils arrivent devant toi et c'est très vite des évidences. Voilà un peu comment ça se passe. Ok. Donc dès le début, tu savais que c'était eux. Ouais, à partir du moment où on les a mis ensemble, on avait une photo qui est très cool. On avait 2 mecs qui avaient une manière de rapper assez complémentaire. Et puis on en a fait ce groupe dont je suis très fier maintenant. Tu parlais de Saïdou Kamara tout à l'heure, qui est donc joue le rôle de William dans les 3 saisons. Mhm. Euh, on a fait une émission pour Canal là, en aparté récemment. Ils ont diffusé son premier casting. Et c'était extrêmement touchant parce que il est arrivé dans ce casting en disant bah, il y avait écrit sur l'annonce qu'il n'y avait pas besoin d'expérience, donc j'ai tenté. Tu vois, cette simple phrase, elle a permis qu'il tente sa chance. Bon. Ça raconte aussi que ce milieu, il est quand même très fermé et que j'espère à mon tout petit niveau être une porte ouverte pour certains, mais aussi envoyer le message de en fait, mec, c'est possible, tu vois. Là, c'était le cas avec eux. Quand Saïdou vient, il est dans une situation familiale compliquée, il est en situation précaire, il vit en foyer. Il
pousse la porte du casting en se disant j'ai rien à perdre. Et le casting, il éclate. Il est super. On l'adore. Et son personnage ne fait qu'évoluer de chaque saison. Là, dans cette nouvelle saison, tu l'as vu. Là, carrément, il est en boss de maison de disques, alors qu'en saison 1, il était un petit livreur de sushi, frêle et un peu timide. Donc l'évolution de son personnage, elle est super. Et l'évolution de l'être humain aussi est super, parce que ce petit gars que j'ai vu arriver pas bien du tout au casting, il est marié, il est acteur. On l'a vu dans Aka sur Netflix, qui est aussi un autre gros succès. Et finalement, ma plus grande fierté, c'est celle-là, que valider ait permis ça. J'imagine que ça doit être une fierté supplémentaire de voir que les mecs que tu as mis en avant, ils aient maintenant une carrière établie, Ouais. ils soient en plus sortis de situations compliquées, j'imagine. Donc ça doit être magnifique à voir. C'est très beau, c'est très fort. Et puis, moi, je suis reconnaissant qu'on m'ait permis de faire ça. Je suis reconnaissant que quand je vais voir Canal et je leur dis je voudrais faire une série sur le rap, alors que juste avant, j'avais fait que des comédies, que j'avais jamais fait de série. Et là, d'un coup, on me fait confiance, on me laisse faire. Et je leur dis, en tout cas, je voudrais mettre des inconnus, des gens qu'on n'a jamais vus, des gens qui n'ont jamais tourné. Et on m'a laissé faire, et ça a permis tous ces destins. Et tu parlais de Brahim, c'est pareil. C'est un garçon que je vois dans des stories Instagram de Hakim Gemili. Ok. J'appelle Hakim et je lui dis, tu peux lui dire de venir au casting? Il a déjà fait du cinéma? Non, jamais. Il a déjà fait des choses? Non, jamais. Ramène-le. Et puis il explose le casting, et puis maintenant, il a une carrière, il tourne beaucoup. Je prends ça comme un accomplissement de ma carrière. C'était très cool pour moi de faire les Carrera, Pattaya, Taxi. Ça fait des gros scores au box-office. Je suis très content. Et puis là, le moment était venu de se dire, et si je prenais des petits, je les mettais en avant, moi je me mets derrière. Et que ça soit devenu succès, c'est magnifique. Tu essayes d'aller sur les réseaux sociaux pour dénicher des talents à travers des vidéos humoristiques, des vidéos drames, parce qu'il y a énormément de mecs qui sont sur TikTok, qui sont sur Insta, qui sont sur Snapchat, Ouais. qui sont super marrants, Ouais. mais qui n'ont pas peut-être le réflexe d'aller ouvrir une porte ou alors de toquer à une porte de cinéma, tu sais, parce qu'ils se disent que c'est peut-être trop loin pour eux, que c'est vraiment deux mondes qui sont vraiment trop éloignés. Est-ce que toi, tu as des fois cette casquette de recruteur, de se dire je vais regarder s'il n'y a pas... Ah bah, je le fais beaucoup. Dans Validé et dans La Cage, il y a des petits gars que j'ai vus comme ça sur Internet. Je te prends l'exemple de Brahim, mais c'est le bon exemple. Je traîne sur des stories Instagram. Putain, lui, il est drôle, ramène-le au casting. Et puis, tu sais, je viens de là, moi. C'est-à-dire que Kaira Shopping, c'est des petits sketchs que je fais avec mon pote Mehdi Sadoun, en bas de sa tour, avec un caméscope qu'on pose sur un pied parce qu'on n'a pas d'équipe technique. On fait des plans séquences d'1 minute 30 dans lesquels on essaye d'être drôle parce que de toute façon, je sais pas faire de montage, donc il fallait que ça tienne en un plan. Et j'ai un peu, si tu veux, l'impression d'être l'ancêtre de Squeezie, de Mister V, enfin, tu vois, parce que avant qu'ils se filment dans leur chambre, bah, nous, avec mes potes, on s'est filmé en bas de la tour et on a fait ces sketchs. Donc, je sais à quel point Internet et les réseaux sociaux sont des endroits dans lesquels tu peux t'exprimer et dans lesquels tu peux découvrir des gens, bien sûr. Ouais, ça peut même être des boosts, ça peut être des accélérateurs. Ouais, bah, si tu veux, par exemple, Mister V, le premier tournage de sa vie, c'est Pattaya, tu vois. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et Prends son exemple. Il aura explosé d'une manière ou d'une autre avec le talent qu'il a, mais j'étais très content d'être le premier à dire à Yvick, tu veux venir faire une petite scène avec Ramsey là, dans Pattaya? Et une scène qu'ils ont éclatée d'ailleurs, c'était super. Donc je suis très attentif à tout ça. Et surtout qu'en 2015-2016, tu me dis si je me trompe, mais il y a très peu à ce moment-là de réalisateurs qui donnent leur chance à des youtubeurs. Je crois que c'est Mr. V, ça doit être un des premiers youtubeurs français à avoir un petit rôle dans un film. Ouais, il y a encore en plus ce snobisme, il existe. Hein. Toujours, bien sûr. Yvick, il a ce truc un peu... Il a réussi à se faire aimer, il va dans la flamme, le flambeau, il arrive à changer d'équipe. Mais oui, moi je sens qu'il y a toujours un peu ce snobisme, mais puisque ça s'est inversé aussi maintenant, le snobisme, il est aussi du côté des youtubeurs qui disent en fait, on n'a pas besoin de votre truc de vieux. Et finalement, tout ça s'équilibre et chacun fait sa vie. Quand tu vois les chiffres de certains streamers youtubeurs et les chiffres de certains films du cinéma français, tu te dis, clairement. Là-bas, hein. Exactement. Franchement, Exactement. il y a des fois même plus d'oseille, j'ai l'impression, chez les streamers et les youtubeurs que clairement. Film. Et puis tu sais, le cinéma, il sort 15 films par semaine et t'en entends pas parler de la moitié. Donc évidemment qu'il y a quelque chose qui s'est équilibré. Et pendant un moment, le cinéma snobait les youtubeurs. Maintenant, les youtubeurs n'ont plus besoin du cinéma pour vivre. Hein. C'est vrai. Je voulais aussi qu'on parle de quelque chose. C'est depuis la sortie et le succès de Validé, il y a énormément de personnes, Franck, qui parlent de ta légitimité dans le rap. Tu vois, c'est quelque chose qui ressort assez fréquemment, surtout notamment dans les réseaux sociaux. Je pense à Twitter, forcément.
Et moi, je voulais en parler avec toi parce que je trouve ça un peu injuste, tu vois, de la part de certains internautes, parce que il parle de cette légitimité que tu n'aurais pas dans le rap, alors que je sais que par exemple, tu es dans le clip Pour ceux, la Mafia Cafri, en tant que dresseur de chiens. C'est sur toi que les chiens sont jetés dans le plan là où. C'était mes chiens. C'était tes chiens, ouais, parce que tu étais dresseur Ouais. de chiens à l'époque, et ça t'a aussi permis de rentrer dans le cinéma. Je sais que tu as aussi été réalisateur pour l'émission Check ton Booty sur MTV avec DJ Cut Killer. Tu as aussi bossé avec Mouloud TV. Tu es aussi partie prenante des BO de Taxi 5 et de Pattaya, forcément, qui ont réuni plein de rappeurs et de gros titres aussi. Le Ouais. son d'Algerino sur Taxi, le son de Zola, le son d'Alonso dans la BO de Pattaya. Donc, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui remettent en cause ta légitimité, sachant que tu as tout ce CV-là dans le rap français? Bah écoute, tu viens de le dire, c'est lié à l'ignorance finalement. Ce que j'ai compris, c'est que tu ne peux pas avoir des succès sans que ça génère des critiques. C'est comme ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Celui qui s'expose, il s'expose à ce qu'on l'aime et aussi à ce qu'on ne l'aime pas. Puis parfois, on va pas l'aimer parce que valider, ça a généré ses jalousies, ses frustrations. Et puis d'un coup, on te monte du doigt et tu dis attendez, le mec dont tout le monde parle, là, qui cartonne avec validé, mais il sort d'où lui? Et depuis quand il fait ça? Mm. Et puis si tu te renseignes pas, évidemment, tu peux pas savoir. Mais si tu te renseignes, tu te rends compte que ça fait 25 ans que je suis dans le milieu du rap, que la première émission hip-hop de France qui s'appelait Check ton Booty, c'est moi qui la réalisais, que oui, il y a 25 ans, 25 ans je crois, 2003, Ouais, le clip de c'est la ça. Mafia Quinfree. C'est ça, 25. Oui, je suis déjà là, j'ai Ouais, fait un c'est clip ça. avec DJ Mehdi, enfin, c'est la culture, c'est ma culture, c'est la culture que j'aime, c'est la musique que j'aime, je traîne dans ce milieu depuis 25 ans, c'est aussi ce qui a permis qu'il y ait cette liste énorme de rappeurs dans Validé. En fait, il faut comprendre que quand je fais Validé, ça fait donc 25 ans que je traîne dans le rap, que j'ai déjà fait 2 BO de rap, celle de Pattaya et celle de Taxi. Celle de Taxi qui est platine, pour la petite histoire. D'accord. Grâce à Core, évidemment. C'est Core, son génie, et puis tous les artistes qui sont venus. Mais finalement, quand je fais Valider, moi, j'ai juste à rappeler tous les gens avec qui j'ai déjà travaillé. Euh, J'appelle Cool Chain, j'appelle Cut Killer, j'appelle les gens de Skyrock avec qui je fais mes affaires quand on fait les BO. J'appelle Soprano qui a déjà tourné dans Taxi. J'appelle Rimka qui est déjà dans Pattaya. Dans les Kaira, la scène de fin, c'est toute la Mafia Quinfree qui fait pour ceux. Mm. J'ai reconstitué la Mafia Quinfree, probablement pour la dernière fois qui est dans ce film. Donc j'étais complètement dedans. Donc que répondre à un mec qui dit quelle est sa légitimité? Ben frérot, renseigne-toi. Renseigne-toi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que même si j'avais pas cette légitimité, là je suis très à l'aise à en parler, je baigne dedans depuis 25 ans, je te remercie d'avoir fait un peu le CV. C'est normal. Mais la réalité, c'est que imagine-toi une seule seconde que je n'ai pas cette légitimité. Est-ce que c'est grave? Le plus Peut-être grand que tu film... serais pas le plus à même de parler de cette culture, du coup. Enfin, si la personne n'a pas la légitimité, je peux un peu plus comprendre les critiques, tu vois. Dans le sens où, c'est en tout cas, elle s'entoure pas de personnes qui ont baigné dedans, tu vois, pour parler du truc. Je trouverais ça un petit peu compliqué, moi. Mais Et tu crois pas que ce qui compte, c'est la qualité du programme que tu sers? C'est-à-dire que c'est si sûr. le film ou la série est réussi, un peu importe si le mec il était dedans ou pas dedans. Ce qui compte, c'est qu'il a fait ça avec passion. Et toi, Là, je te dis ça parce que il s'avère encore une fois que moi, je baigne dedans vraiment depuis 25 ans et que ma légitimité, je crois qu'elle n'est pas du tout approuvée, sauf pour des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas pris le temps de se renseigner sur moi et mon background. Mais si on veut se parler, par exemple, probablement le meilleur film qui a été fait sur la banlieue, qui s'appelle La haine, il est fait par Mathieu Kassovitz, qui est un fils de réalisateur, qui s'appelle Peter Kassovitz, qui n'est pas du tout un mec de banlieue, qui n'est pas du tout un mec de cité, et qui nous a fabriqué probablement le meilleur film de banlieue qu'on ait eu. Il faut tenir des leçons de ça. Scorsese a fait les plus grands films sur la mafia, il n'était pas dans la mafia. George Lucas n'a pas été dans l'espace pour faire Star Wars. Donc ce qui compte, c'est la manière dont tu vas, en tant qu'artiste, quand tu es un metteur en scène, quand tu es un auteur, de quelle manière tu vas t'octroyer le sujet, te passionner pour le sujet, respecter le sujet, t'entourer des bonnes personnes pour traiter ton sujet. Parce que si on pense comme ça veut dire que il faut forcément être comment dire, connecté depuis de longues années avec ton sujet pour avoir le droit de le traiter.
La vie, c'est pas comme ça. Tu vois, sinon, Spielberg, il peut pas passer des Dents de la Mer à la Guerre des Mondes, à Haïti, tu vois ce que je veux dire. Mm. Alors, je sais que là, c'est un peu particulier parce qu'on parle de quelque chose de culturel, mais le hip-hop, il appartient pas à quelqu'un en particulier, tu vois. Mm. Le hip-hop, il appartient à ceux qui ont envie d'avoir cet esprit-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on se méfie de cet état d'esprit de montrer du doigt ceux qui font des choses en cherchant la petite bête parce que ça peut empêcher que des choses se fassent, que des choses éclorent. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais moi, je te disais ça dans le sens plutôt où, tu vois, c'est dans tes séries, surtout validées, c'est des acteurs, enfin, c'est des vrais rappeurs qu'on voit, tu vois. Et grâce à ton réseau, grâce à ton carnet d'adresses, tu as pu les amener. Quelqu'un qui, pour moi, n'a pas cette légitimité-là, aura beaucoup plus de mal, tu vois, à faire parler ces gens, à les faire venir. Un mec qui sort comme ça de n'importe où, qui dit j'aimerais bien que tu viennes. On sait que c'est un milieu compliqué où il y Bien a sûr, bien sûr. le piston et les potes Mais aident t'as raison. énormément. Donc, c'est pour ça que moi, je remettais en question, enfin en doute plutôt, tu sais, la légitimité de certaines personnes pour parler de ça, parce que si tu l'as pas, c'est beaucoup plus compliqué. Tu Ouais, vois, c'est vrai. j'imagine que toi, dès le début de la saison 1 de Validé, alors que tu n'avais pas, entre guillemets, d'exemple, vu que c'était la première saison, tu as pu ramener énormément de rappeurs parce que tu avais déjà ce truc. Ça aurait été bien plus compliqué, surtout quand c'est des premières séries où il n'y a pas forcément un budget illimité, Ah ouais. de ramener des mecs comme ça de ton chapeau alors qu'en fait, tu n'es pas Écoute, dans le truc. je vais te dire, la réalité, c'est que je suis ultra reconnaissant de tous les rappeurs, et y compris les personnalités du milieu du rap, qui ont participé à la première saison parce qu'on n'avait aucune idée, ils avaient aucune idée de si ça allait être bien. Et quand tu demandes, quand j'appelle la crime pour qu'ils viennent, c'est des mecs qui ont une image. Ils ne peuvent pas aller faire n'importe quoi. Mm. Euh, on parlait de Cool Chain, on parlait de Bustaflex, on parlait de Sopra. La liste est longue de gens qui sont venus. On parle de Nino aussi qui est venu. Tous ces gens, ils prennent finalement un risque d'être dans un truc éclaté, quoi, tu vois. Et donc, je suis reconnaissant qu'il m'ait fait confiance. Là, je te donne un scoop qu'on n'a jamais donné à qui que ce soit. Chaque rappeur était payé 1000 balles. La journée. Ouais, 1000 euros pour ton apparition. Pour te dire à quel point c'était rien. C'est une série Mhm. qu'on a fait avec très peu de moyens validés. Donc, Soprano, quand on fait la scène au Vélodrome, il est la veille de son premier concert au Vélodrome. Son cachet, c'est 1000 balles. Je ne sais même pas s'il le prend d'ailleurs, tu vois. Donc, fais-toi la liste de tous les gens qu'il y a dans Validé. Ils ont tous pris 1000 balles pour venir. Et surtout, on se disait tous, les gars, on ne peut pas donner plus aux uns aux autres. Venez, on se met tous au même tarot. C'est vraiment symbolique. On va essayer de faire un truc bien. On n'a pas beaucoup d'oseille et on n'avait pas beaucoup d'oseille. Et finalement, c'était plutôt beau tout ça, tu vois. C'était beau de se dire, bah, ces gars nous ont fait confiance. Il y a finalement très peu de gens, voire pas du tout, qui nous ont dit non, quoi, tu vois. Donc, je suis très reconnaissant de ça. Et j'oublie pas que le succès de Validé, c'était aussi grâce à tous ces rappeurs qui ont accepté de venir sans savoir si ça allait être bien. Ouais, ben c'est pour ça que je trouve que la légitimité, que le CV, que l'expérience joue, parce que tu es justement pote avec Cut Killer, qui est une aura dans le rap qui est Bien assez sûr. conséquente. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de y aller. Tu te dis, en fait, ce mec, c'est un gars sérieux, il est là depuis longtemps, il a fait toutes ses armes, c'est un cadre du rap français, donc je le suis, quoi. Et puis, il a aussi fallu en convaincre d'autres, tu vois. J'imagine. Parfois, C'est sûr. et c'était tellement normal. Tu sais, quand je fais quelques années après une série sur le MMA et que je parle à John Jones ou que je parle à Georges Saint-Pierre, qui sont peut-être les plus grandes stars, hein, en tout cas les plus grands légendes, champions ouais. de l'histoire de ce sport, des légendes de ce sport, il faut aussi les convaincre qu'on va faire de son mieux, que ça va pas être de la merde et qu'il faut qu'ils me fassent confiance, tu vois. Mm. Eh ben, j'ai donné la même considération à une discussion avec McTayer qu'avec John Jones ou qu'avec Nino, quand il faut que je les rassure sur le fait que voilà, mes références c'est ça, ce qu'on va essayer de faire c'est ça, et je te promets, je vais faire mon mieux pour que ce soit bien. Et puis, ben, quand la saison 1 sort, tout le monde est content d'en être, et moi je suis encore une fois très reconnaissant qu'il soit venu, tu vois. Et comment est-ce que toi, tu tombes dans le rap? Comment est-ce que toi, tu baignes dans le rap? Parce que tu es, on va dire, un ancien. Tu es un peu plus âgé que moi. Donc, on a forcément, je pense, pas les mêmes références, surtout à la base. Il n'y avait pas aussi cette facilité d'accès à la musique urbaine comme aujourd'hui avec les Ouais. plateformes de distribution qu'on connaît. Comment est-ce que toi, tu tombes dans l'univers Putain, rap? tu vas m'obliger à parler d'une époque. C'était une bonne époque. Ouais, une époque des cassettes. Ok, C'est ça, hein. C'est des cassettes dans un Walkman. c'est ça. Voilà.
Écoute, comment bah, parce que je suis un mec qui vit dans le fin fond du 7-7, que là-bas, c'est la musique qu'on écoute, que c'est la culture du rap est en en pleine Expansion. effervescence. C'est le vrai début, quoi. Tu sais, c'est vraiment... tu connais ce lyrics de Cool Chain qui dit on nous censure parce que notre culture est trop basanée, représente pas assez la France du passé. Tant qu'on rappait dans la MJC, ça allait, mais aujourd'hui, le phénomène a grandi, Dieu merci. Moi, j'ai vécu ça. Ok. C'est-à-dire ce moment où tu fais écouter NTM à des gens, où tes parents ils t'entendent écouter ça et qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc et qui pensent que c'est comme la tectonique et que c'est une mode et que ça va Ouais. passer, tu vois. J'ai connu cette époque où le rap, c'était un truc qu'on faisait dans des caves et qui n'était pas joué en radio, tu vois. Mm. Et du coup, ça te rend encore plus, comment dire, militant, tu vois. Ça Mm. devient encore plus la musique que tu revendiques. Et voilà, et j'ai grandi avec NTM, avec Paris sous les bombes, avec l'école du micro d'argent d'Ayam, et avec des textes, avec des plumes, avec des auteurs. Et, et puis, je suis piqué jusque maintenant, quoi. Ok. Et étant jeune, du coup, on l'a dit précédemment, mais tu étais dresseur de chiens, Ouais. notamment de chiens dangereux. Et est-ce que c'est toi qui voulais mettre en relation ton métier et ta passion et qui est parti se proposer à la Maître Cafri ou c'est eux qui sont venus te voir? Comment ça s'est fait, ton Ah, tu veux qu'on apparition? parle de pour ceux? Je veux qu'on parle de pour ceux. Parce Ouais. que je trouve qu'on parle beaucoup de pour ceux du fait que c'est vrai que c'était toi, etc., que c'était tes chiens, mais on parle pas de comment ça s'est fait, comment est-ce que t'es arrivé dans ce clip? Alors, pour parler du clip de Pour ceux, il faut qu'on parle de l'époque. Et l'époque, c'est les débuts d'Internet. Ok. Avant, un clip de rap, on le faisait d'abord en pellicule, pas avec des caméras vidéo, une pellicule, et ça change tout parce que ça voulait dire qu'il fallait une vraie équipe qui savait faire du cinéma, etc. Et le Graal, c'était de faire des clips qui passaient sur M6. C'est comme ça que ton morceau, il allait être le plus promotionné. Et Ok. parfois, il y a des clips de rap qui passaient que la nuit sur M6, ils passaient pas la journée, tu vois, c'était encore les débuts du Peura. Mhm. Et puis d'un coup, il y a Internet qui arrive, tu peux mettre des courts-métrages, tu peux mettre des clips, et, euh, et la bande dont je fais partie, qui s'appelle Courtrage Mai, avec lequel on faisait déjà des petits clips, des petits courts-métrages un peu peura, des petits clips de rap. La Mafia Qu'un Free leur dit, les gars, écoutez ce morceau. Donc ils filent le morceau à Kim Chapiron, Romain Gavras, Ok. avec qui moi je suis très pote et on baroude ensemble à l'époque. C'était il y a 25 ans. Et on écoute ce morceau. Et ce morceau, pour ceux, tu te dis, c'est une dinguerie absolue, mais comment tu fais un clip qui passe à la télé, vu ce qu'on raconte là-dedans? Mhm. Pour ceux, est le premier clip qui n'a pas été pensé pour la télé et qui a été pensé exclusivement pour Internet et donc sans aucune censure. Et donc Ok. tout était possible. La réalité du clip de Pour ceux, c'est qu'il a été fait avec 0 francs, parce que je crois que c'était carrément des francs. On Euh, passait à l'euro peut-être. ouais, peut-être. En tout Ouais, cas, c'était ouais. pas de budget, des cassettes DV, mini DV qu'on mettait dans les caméras. Et le message passé, Orly a choisi de ramener plein de monde. On va essayer de faire un clip mortel. Évidemment, on était loin de se douter que ça allait devenir un phénomène à ce point-là. Et moi, Kim, pendant les jours de tournage, me dit, viens, on fait un truc avec tes chiens. Et donc, c'est une scène qu'on tourne un dimanche matin, parce que tu sais, la loi contre les pits du 6 janvier 99, je crois, était déjà passée. Donc, on n'avait pas le droit de faire ce genre de truc avec les pits. Et donc, on se met dans un coin un peu scred. Il y a Demon One qui vient, il y a Manuké qui était là. Et on tourne cette fameuse scène qui est devenue culte. Et le plus fou, c'est que 25 ans plus tard, on est en train, toi et moi, Mhm. de parler de cette scène que j'ai tournée un dimanche matin dans l'illégalité la plus totale. Mais voilà comment ça se passe. Et quand on tourne la scène, ok, le clip, il va être cool. On fait un clip de rap, quoi, tu vois. Avec des caméscopes, t'es pas en train de te dire que t'es en train de faire une dinguerie, tu vois. Mhm. Et je me rappellerai toute ma vie de j'appelle Kim, ils sont en train de monter. Et Kim, il me dit, attends, je te passe là. Et il me passe là, Jelly. Et là, je me dis, je te jure, le clip, c'est une dinguerie. Je dis, ah, il me dit, non, non, c'est vraiment incroyable. Et effectivement, ce clip est incroyable. Et je suis très fier d'y avoir apporté ma contribution. C'est vrai qu'il a une énergie particulière, ce clip. Il a un truc en plus, je pense que tu peux pas, que tu pourras jamais recopier, dans le sens où, enfin peut-être recopier si, mais Et certains ont essayé. t'auras pas l'essence même où tu vois ce que dégage en fait Ouais. la Mafia Cafri, en fait, que ce soit Demon One, Rof, OGB, Et puis, Rinka. c'est certainement la bande, j'allais dire le groupe, mais c'est plus qu'un groupe, c'est la bande la plus iconique, la plus incroyable de toute l'histoire du rap français. Mhm. Et les avoir tous réunis là, c'était dingue, en fait.
Et je crois qu'il y a quelques années aussi, tu parlais, je ne sais plus pour quel média par contre, d'un potentiel biopic, un petit, on va dire peut-être documentaire ou un film pour retracer un peu l'histoire de Lamia Fakafri. Est-ce Ouais, que c'est bah toujours moi, d'actu ou... j'ai été approché par plusieurs membres de la Mafia Kinfry à ce sujet, mais je crois que de toute façon, ils sont pas tous d'accord les uns les autres, et puis que moi, je trouve que leur histoire est incroyable. Maintenant, est-ce que c'est une histoire qui pourrait plaire au plus grand public? J'en sais rien. Je pense. Mais de toute façon, il y a des désaccords au sein même du groupe pour ça. Ok, dommage. Ouais, Mais dommage, franchement dommage. ouais, parce que leur histoire, je pense elle est méconnue du grand public. On connaît tous Lamia Fakafri, mais Ouais, les histoires qu'il y a vraiment eu à l'intérieur, ouais, ouais, bien sûr. je pense que ça peut Ah, vraiment c'est être le pas mal. NWA C'est ce que j'allais français. dire. Ouais, Ouais. Et je pense qu'ils ont même rien à envier du côté histoire ouais, bien NW. sûr. Franchement, c'est Histoire, drame, ascension. Non, talent mais. aussi. Et Et talent, les mecs, évidemment. ils sont encore là. Hein. Ouais, Rinka, il fait un concert à Adidas Arena dans un mois. ouais. Rof aussi, c'est Non, non, bien sûr. Rof, pas besoin de... C'est très très fort encore ce qu'ils ont réussi à faire. Dans les autres choses aussi qu'on peut entendre sur toi, sur les réseaux sociaux, Franck, c'est des gens qui disent que tu aurais, entre guillemets, un rapport, on va dire, plutôt néfaste avec les clichés, tu vois, que peuvent véhiculer les banlieues dans le cinéma. Que tu te sers des clichés qu'on peut entendre sur les Noirs et les Arabes pour tes films. C'est des discussions qui reviennent assez souvent et je voulais du coup en parler avec toi parce que tu es quelqu'un qui a mis en lumière certains justement talents issus de la diversité, comme on parlait justement juste avant de Saïdou, Camara ou même de Brahim Boulel. Mais à côté, on entend aussi pas mal de gens qui répètent ça depuis des années et des années. Donc j'aimerais aujourd'hui me dire ce que toi, tu penses de ça, parce que j'imagine que c'est des choses que tu vois passer depuis aussi quelques années. Ouais, c'est évidemment extrêmement pénible et surtout, tu sais pas trop quoi répondre parce que ça ressemble à quelque chose de totalement injuste et surtout, j'ai l'impression de faire l'inverse de ça. C'est-à-dire que j'essaye de me servir de ma notoriété pour mettre en avant des nouveaux talents. En vrai, là, on parle de Rebeu de Renoir, mais moi, je fais jamais un casting en me disant je cherche un Rebeu, un Renoir. Au casting, je prends les meilleurs, tout simplement le meilleur pour le rôle. Euh, Ça fait maintenant, depuis Validé, plus de 6 ans que je me mets en retrait des projets comme Validé. Je suis en petit sur l'affiche et je mets en avant des gens qui viennent de nos banlieues, dont je suis moi-même issu. Donc, cette discussion, elle est très étonnante, en fait. J'adorerais en parler avec quelqu'un qui a vraiment cette conviction-là euh, pour comprendre qu'est-ce qu'il me reproche exactement. Vraiment, c'est très intéressant. Est-ce que toi, tu as cette réponse? Je pourrais pas te dire parce que je suis pas cette personne-là qui te reproche, tu vois. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes par exemple un film comme Les Caïras, mais c'était du coup maintenant il y a 15 ans, il y a des choses qu'on peut comprendre, tu vois, dans le sens où effectivement on peut se dire que là, le trait accentué sur telle ou telle maman, rebeu, etc., peut-être, après c'est aujourd'hui, l'époque a changé et je pense même, je suis sûr qu'à l'époque ça n'avait pas dérangé quand ces films sortent, notamment Non. Pattaya, moi que j'étais parti voir avec mes potes au cinéma, on n'entend pas ce genre de critique, ça vient des années plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, tu peux comprendre certaines critiques. Mais maintenant que ça soit systématique, moi, je ne le pense pas, donc je pourrais pas te répondre. Bah, Martin. encore une fois, tu sais, l'humour banlieue au cinéma, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mm. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait Le ciel, les oiseaux et ta mère, et je trouvais ça cool, je trouvais que ça parlait de nous, en fait. Et quand je fais les carrières, je peux pas faire une démarche plus sincère que celle que j'ai eue. Je suis un mec de Melun, je viens du 77. J'ai grandi en face de ce quartier qui s'appelle Gastontin, qui a été détruit, et j'ai tourné mon film là-bas avec mes potes, et avec très peu de moyens. J'ai pas voulu faire un film sur la banlieue, j'ai parlé de la mienne, de ma vie à moi, avec nos codes, la manière dont on s'habille, etc. Et je joue dedans. Je me caricature moi-même. Je me donne pas du tout le meilleur rôle, hein. Je parle comme ça, Mm. mais parce que c'est presque un cartoon, c'est une comédie. Et moi, j'ai toujours revendiqué qu'il fallait qu'on accepte de rire de notre nez. Il faut qu'on puisse rire de notre nez. On passe notre temps à se vanner les uns les autres, mais on pourrait pas faire un film dans lequel on se moque un peu de nous. Et moi, je me moque de moi-même. Quand je fais les KRA, je suis habillé avec les fringues qui étaient vraiment mes fringues à moi. On n'avait pas de fringues pour les costumes. J'ai repris mes fringues à moi, ma veste Lacoste, ma casquette Lacoste, mes TN de l'époque. Je me mets moi-même en scène, je mets en scène le mec que j'étais quand j'avais 25 ans. Mais il faut pas qu'on s'interdise de rire de nous. Ça devient dangereux si on fait non, la banlieue, nous, on rigole pas.
Non, mec, viens, arrête. On fait que rire tout le temps. On fait que se vanner les uns les autres. On s'envoie des vannes tellement graves qu'on pourrait pas les filmer. Mm. Là, les personnages que j'incarne moi-même et que je propose d'incarner à mes potes sont des personnages drôles et sympathiques. Donc là, on va te dire, ouais, mais t'as vu, c'est un teubé. Oui, c'est une comédie. Encore une fois, j'ai pas inventé ça. Le ciel, les oiseaux et ta mère, on raconte pas les vacances d'ingénieurs en informatique. Quand les typeux d'aujourd'hui ils font les secpas ou les dégains, on n'est pas non plus en train de parler de mecs qui ont des carrières d'astronautes. C'est de la comédie, on rigole. Donc, on accepte de forcer un peu sur les traits pour que ce soit drôle. Mais il n'y a aucun moment où c'est dénigrant. Si c'était dénigrant, ce que je fais, ça n'aurait pas lancé les carrières que ça a lancé. Dans les carrières, mon binôme, c'est Mehdi Sadoun. Mehdi Sadoun, il a une grande carrière maintenant. Il fait plein de téléfilms, les Français l'adorent. Mon deuxième film, c'est avec Malik Bentala. Il a fait sa grande carrière aussi, tout va bien pour lui. Si jamais les personnages que je leur faisais incarner étaient pas bien, les gens ne les auraient pas aimés. Mm. Les gens les ont aimés. Donc, c'est vrai que j'ai parfois un peu tendance à penser que on essaye de me reprocher des choses parce que c'est le jeu, parce que tu ne peux pas avoir du succès sans que ça génère comme ça des critiques. C'est le jeu, je l'accepte très bien, je le vis très bien. Et surtout très à l'aise avec ce que je fais. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Chacun de mes projets donne des carrières et pas l'inverse. Donc, et puis, encore une fois, posons-nous aussi la bonne question. Est-ce que les personnages que je mets dans mes films et mes séries, est-ce que les gens les aiment? La réponse est oui. Donc, en quoi c'est mal? Tu vois ce que je veux dire? On sait, et on va pas les citer, il y a des films, parfois qui traitent de la police, qui sont, lors de leur sortie, direct repris par l'extrême droite. Où l'extrême droite dit, regardez ce qu'il y a dans ce film, c'est vrai, vous voyez comment ça se passe. Moi, jamais de la vie. Il n'y a aucun de mes films où on a dit, regardez, la banlieue, c'est là. Non. Les personnages sont sympathiques, c'est des comédies. Et il faut qu'on s'autorise à rire un peu de nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est des films qui ont fonctionné aussi. C'est que tu as pour toi les stats qui parlent. C'est-à-dire que il me semble que les Kaira, par exemple, ça devient le film le plus rentable à ce Ouais. moment-là de l'histoire du cinéma. Ouais. Pattaya réalise peut-être 3 ou 4 millions d'entrées. 2. Mais c'était Deux bien déjà. C'était pas 3? Non. 3, c'est les taxis. 3 c'est Taxi? Ouais. Bah 2 c'est déjà bien. Mais 2, c'est incroyable. Tu sais que c'était un petit film. Hein. Ouais. C'est un film pas cher. Pareil, on se parle de Pattaya. Pourquoi je fais Pattaya? Si j'étais un mec qui est allé en vacances au Cap Ferret, j'aurais fait les petits mouchoirs. Moi, mes potes, ils vont à Pattaya en vacances. Donc, je te raconte ce que je connais. C'est là où c'est pas, ouais, ils racontent la banlieue, frérot. Je raconte ma banlieue. Les mecs qui ont ouvert les premiers shops à Pattaya, Teddy Boulette, je sais qu'il y a plein de gens qui tiltent sur les noms que je viens de dire. C'est eux qui. C'est des mecs du 7-7, des mecs de Savini, Adams. C'est les mecs de Savini. C'est les premiers mecs qui montent des shops. Et moi, je pars là-bas. Et je vois ce qu'ils font et je dis, OK, on va se faire notre comédie à nous. En fait, les autres, ils font leur comédie. Ils font les tuches où ils rigolent des mecs du Nord. Ils font enfin bon, toutes sortes de films de leur région. Guillaume Canet, il raconte ses vacances au Cap Ferret. Moi, je vais te raconter mes potes qui vont en vacances à Pattaya. Et quand le film sort, mais dans les salles, c'est des ambiances de concert de rap. C'est parce qu'il y a très peu de films qui parlent de nous et de ce qu'on est, tu vois. Et quand tu me dis tout à l'heure, valider, tu avais toute la légitimité pour le faire, parce qu'en fait, tu traînes dans le rap depuis le 25 ans. Mais à quel moment j'ai pas la légitimité de faire une comédie qui se passe dans mon quartier à Melun? À quel moment je peux pas faire une comédie sur mes potes qui ont monté des shops à Pattaya et ça me fait ultra gaulerie de me dire, en fait, tu fais 12 heures d'avion et quand tu vas là-bas, t'es dans des chichas avec que des potes à toi du 9-4. Viens, on va parler de ça, c'est drôle, tu vois. Si toi, t'as envie de dire, ouais, mais ouais, c'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? Détends-toi, frère, on rigole. C'est des comédies. Tout va bien. Le Rassemblement national n'a pas augmenté après Pattaya. Les personnages dont on parle dedans, ils sont sympathiques. Les gens les ont aimés. Malik Bentala, après Pattaya, on fait Taxi. Après Taxi, il fait son direct sur TF1, sur Télévision Française 1. Ça s'appelle comme ça, la chaîne. Et toi, tu veux essayer de m'expliquer qu'en fait, c'est des stéréotypes et en fait, c'est pas bien. C'est pas bien quand? À quel moment c'est pas bien? C'est des films qui sont sortis, comme tu le disais, il y a 15 ans. Qu'est-ce que tu as pu constater de mal à cause des Kaira ou de Pattaya? Est-ce qu'une fois, quelqu'un t'a dit ouais, ça, c'est à cause des Kaira? Non, mec, c'est des comédies. Il faut qu'on accepte de rire de notre nez. Et il faut aussi qu'on se dise, mec, depuis toujours, il y a ça. Encore une fois, moi, quand je vois les typeux qui font les secpas, les dégains et tout, c'est cool. Super, on fait des comédies, on fait du divertissement. Et c'est pas parce qu'il y a ça
qu'à côté, il n'y a pas d'autres grandes choses, qu'il n'y a pas d'autres films dans lesquels on met en avant des talents qui incarnent d'autres rôles. Mais il y a aussi une place pour le divertissement. Et le divertissement, ça passe par l'humour. Ensuite, ça t'a pas fait rire? Ok, l'humour, c'est segmentant, chacun ses goûts. En tout cas, il n'y a aucune mauvaise intention derrière. Pour preuve, j'incarne moi-même le rôle dedans. Est-ce que je suis moi-même en train de penser que ce que je fais, c'est pas bien? Est-ce que je suis moi-même en train de me dire c'est pas bien pour la banlieue alors que j'y suis né et que ma mère elle y est encore? Non, frérot. Là, tu te racontes des histoires de ouais, c'est pas bien, tu sais même pas trop pourquoi c'est pas bien. C'est ça la réalité. Ouais, c'est ça, en fait, il faut peut-être rappeler aux gens que ça reste à la base de l'humour. Mais t'es pas le seul qui a subi, entre guillemets, depuis, on va dire, 2020, tu vois, ces personnes qui remontent ces films anciens et qui parlent des clichés. Moi, je me rappelle juste que, bah, par exemple, Eric et Ramsey sur La Tour Montparnasse infernale, pour, entre guillemets, l'accent chinois, etc., et les Ouais. clichés qu'il peut y avoir dessus, ils ont aussi eu des remontrances. Donc, tout ça veut dire que t'étais pas le seul non plus. Mais c'est vrai que toi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est pas mal repris, est pas mal véhiculé. En fait, oui, tu as raison. À chaque fois qu'on sort une saison de Validé, quand je fais un film avec Mike Tyson, quand je fais une série avec John Jones, je les entends moins, ces critiques-là. Quand il y a Validé, c'est tout de suite appropriation culturelle. On a envie de trouver un truc qui va pas. Alors que je fais une série sur le rap parce que ça fait 25 ans que je traîne dedans. J'arrive à rassembler tout le milieu du rap qui vient dans la série parce qu'ils savent qui je suis. Ça devient un succès, ça lance des talents. Maintenant, je te pose la question, le mec qui me critique, il a fait autant de choses que moi pour les gens ou vraiment ça m'intéresse? Parce que maintenant, ça fait la liste de gens à qui j'ai essayé de donner de la lumière, elle commence à être cool et ça me fait très plaisir. On se reparlait du Grand Rex, de voir qu'ils étaient tous là et tous fiers de représenter ce qu'on a fait ensemble. Donc, il y a aussi un moment où les critiques, elles existent, je les entends, mais il y a un moment où je vais pas m'en rendre fou parce que je sais que je fais rien de mal et que j'ai même la prétention de penser que c'est bien ce que je fais. Ok, bien parlé. Et pour clore, on va dire les critiques, comme ça on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout fait. Il y a aussi quelque chose qui ressort quand parfois on met Franck Gastambide sur Internet, c'est Franck Gastambide joue dans ses propres films. Ouais. Dans quasiment tous ses films, c'est le réal, mais il veut aussi se mettre en avant, il veut aussi être l'acteur, il veut aussi se mettre... C'est un truc aussi qui ressort pas C'est mal. vrai. Et ben, celle-ci, elle est encore plus symptomatique de ceux que je dérange. Parce que la liste d'acteurs, réalisateurs qui tournent dans leurs propres films, elle est immense. On va en citer quelques-uns. Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Mathieu Kassovitz, Albert Dupontel, Alexandre Astier dans Kaamelott. La liste est longue, d'hommes et de femmes. Mais moi, c'est un problème. Je te pose la question, pourquoi? Pourquoi ce serait un problème? Il faut voir avec ces gens-là. Moi, je ne fais qu'énumérer Mais non, mais t'as raison. ce qu'on entend. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose de... Ouais, mais en fait, il est pas légitime. Et puis tu creuses un peu et tu te dis, mais en fait, ça fait 25 ans, il est dans le Peura. La première émission de rap en France qui s'appelait Cheikh Ton Bouti, c'est déjà lui qui la faisait. Ok. Ouais, mais t'as vu, lui, il joue dans ses films. Ouais, mais quasiment tous, ils jouent dans leurs films. Pourquoi lui, c'est un problème? Et je vais même te rajouter à ça. Quand je fais valider, je suis comme ça sur l'affiche. Et les garçons, ils sont grands comme ça. Quand on fait valider saison 3, sur le périph', on a fait un graphe géant parce qu'on voulait que ce soit hip-hop et c'est un graphe. Ils sont tous les deux nouveaux. Je suis même pas dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non seulement je me mets en retrait, je me mets en tout petit, et puisque tu m'évoques le sujet, je vais même te dire, faire l'acteur, c'est ce qui m'intéresse le moins. Ce qui m'intéresse, moi, c'est inventer l'histoire, la créer, la tourner, réaliser. Ça, en termes de créativité, c'est le plus jouissif, c'est le plus excitant pour moi, tu vois? Jouer l'acteur, c'est interpréter. C'est OK, aujourd'hui, j'ai quelle phrase à dire, j'ai ça, on va le faire 15 fois sur cet axe. La vérité, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je devrais pas dire ça, parce qu'on va moins me proposer de rôle d'acteur. Mais la vérité, ça m'intéresse pas vraiment. Je me retrouve à jouer dans Validé, parce que les gens de Canal+, et ils ont raison, la preuve, on est en train de communiquer grâce à ça, me disent, Franck, si tu veux mettre que des inconnus, et laisser la chance à des nouveaux que personne ne connaît, mets-toi dedans au moins un petit rôle pour que tu puisses les accompagner pendant la communication. Voilà comment ça se fait. Et frérot, t'aimes pas que je joue dans mes films? J'ai une solution simple. Ne regarde pas le film. Personne t'a forcé, frérot. Personne t'a mis un couteau dessous la gorge. Regarde, personne t'a demandé ça. Ne regarde pas, frérot, il n'y a pas de problème. Mais c'est symptomatique de ce gars, il nous dérange parce qu'il fait des choses. Et donc, je vais lui inventer des délires.
Je vais lui inventer qu'il n'est pas légitime. Je vais inventer que ouais, ça se fait pas, il joue dans ses films alors qu'il est réalisateur. Qui a dit qu'on ne devait pas jouer dans ses films quand on est réalisateur? Enfin, ce qu'on est en train de se dire, c'est quand même beaucoup ça, quoi. Tu vois? Et c'est aussi ce qui fait que moi, je suis très content d'être là pour en parler. Parce que si j'avais un truc à me reprocher, je serais dans mon coin tranquille, la série elle sort, je fais pas de médias, je veux pas de sauce. Moi, je te dis quoi? Viens, on parle. Mm. Pose-moi les questions. Je suis à l'aise. On peut parler jusqu'à demain matin. Et c'est super, et merci de me permettre d'en parler. Tu vois, il y en a plein d'autres, des réalisateurs qui s'embarrassent pas à prendre des nouveaux talents, qui s'embarrassent pas à prendre des types de quartier, etc. Je fais ça, je les mets en avant, je leur donne des carrières. On se retrouve tous au Grand Rex où ils viennent tous parce qu'ils sont reconnaissants de l'opportunité qui leur a été donnée. Ils ont des agents, ils ont des carrières, il y en a qui sortent des albums. On parle de Letty qui a fait moins de choses, mais Letty, elle a fait un album avec Manu Chao, c'était son rêve. Dis-moi, le mal, il est où? Parce que vraiment, je comprends pas. Je saurais pas te répondre. Je pense que peut-être que c'est de l'ignorance ou peut-être de la jalousie. Il faut voir avec ces gens-là, je ne sais Ouais. pas. Bah, ta réponse me convient. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses à ton sujet, parce que je voulais aussi revenir sur quelque chose avec toi, c'est que tu as été fait par le ministère de la Culture. Attends, je vais lire pour pas me faire d'erreur. Chevalier de l'Ordre des Arts Ouais. et des Lettres. Et je voulais parler avec toi de l'école, parce que c'est un thème dont tu parles pas mal dans tes interviews. C'est le fait que toi, tu es dyslexique, tu es aussi, je crois, HPI, Ouais. et tu es aussi atteint de dyspraxie. Ouais. Et ce sont des choses qui, parfois, ne font pas bon ménage avec l'école. Tu en as été victime et donc, du coup, tu as passé une scolarité assez compliquée et tu n'as pas réussi à décrocher de diplôme à cause de ça. Et surtout, comme je l'ai dit avant, tu es un peu un ancien. Donc, à ce moment-là, on ne mettait pas de mots sur tout ça. Ouais, c'est ça la réalité. Et donc, ne savait pas ce que aujourd'hui, on peut le faire, mais avant, on qualifiait juste la personne de mauvais élève, quoi. Tu vois, on n'essayait pas d'aller plus loin. Et donc, t'en parles souvent des difficultés que tu as eues via l'école. Et aujourd'hui, des années après, tu es fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Déjà, c'est stylé. Ouais, premier diplôme de ma Et vie. premier diplôme, qui est un diplôme honorifique, mais qui reste Ouais. une belle... qui reste un beau diplôme. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi qui a longtemps galéré, qui pendant longtemps s'est dit qu'il allait rien pouvoir faire de bien parce qu'il n'arrive pas à l'école, et qu'à l'époque, la voie, c'est faut être bon à l'école pour avoir un bon métier, sinon c'est mort. Et aujourd'hui, tu reçois ça. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Ah, écoute, c'était un moment assez étonnant. J'ai eu quelques heures d'abord quand on me l'a annoncé où j'avais du mal à l'assumer. Et puis ensuite, j'ai appelé ma mère pour lui dire et ses larmes m'ont convaincu que c'était super. Donc, j'ai reçu mon diplôme, je lui ai offert mon diplôme à ma mère. Et en fait, je me suis rendu compte que l'intérêt là-dedans, encore une fois, c'est la transmission et c'est de pouvoir dire à tous ces gamins qui viennent me parler dans la rue et les parents qui ont des gamins neuroatypiques comme moi, qui ont des handicaps invisibles, de leur parler. Et parce que, à mon époque, à moi, comme tu l'as dit, on ne savait pas ce que c'était. Donc, en fait, on pensait juste que j'étais complètement teubé ou alors complètement feignant. Et c'est pas facile de se construire comme ça. C'est pas facile d'avoir confiance en soi. Tu es dans une grande dévalorisation de toi-même. Ça peut même te faire des très mauvais choix. Parce que quand tu es en décrochage scolaire, que tu n'as pas confiance en toi, que tu es une déception pour tes parents, il y a des mauvaises sirènes qui peuvent t'appeler. Parce que tu te dis, de toute façon, je suis bon à rien, ma mère ne me calcule plus, mon père, je ne sais pas où il est, et je vais faire des bêtises. Et ça aurait pu, vraiment, ça aurait pu. Donc maintenant, j'en parle, et merci d'en parler. J'en parle parce que je sais qu'il y a plein de petits gamins pour qui je représente, de manière très humble en tout cas, un exemple, pas forcément de réussite, mais un exemple de... On peut réussir des choses même quand on a une scolarité très difficile dû au fait qu'on est neuroatypique. J'espère pouvoir porter ce message, et j'essaye de le faire en tout cas. Je suis convaincu, et c'est le message principal, que le cerveau compense et que quand on a des choses un peu moins, eh ben, il nous aide à avoir quelque chose d'un peu plus. Et j'ai réussi petit à petit à développer des facilités pour le métier que je fais maintenant, tu vois. Donc voilà, c'était une belle récompense et j'essaye maintenant, en tout cas, de prêcher la bonne parole pour tous mes petits frères dyslexiques, neuroatypiques et dotés de handicaps invisibles qui peuvent te gâcher la vie et qui peuvent surtout t'empêcher d'avoir une vie normale, parce qu'il y a quelque chose d'important à dire, c'est quand tu te dévalorises, ben, tu es un petit peu en danger.
C'est à ce moment-là où tu vas laisser des gens pas te respecter, que tu vas faire des mauvaises rencontres, tu vas aller vers une femme qui va pas être gentille avec toi parce que tu vas te dire j'ai déjà tellement de chance qu'elle me regarde que je vais la laisser me faire la zermie. Et, et voilà, donc je suis un peu porteur de ce message maintenant et j'en suis assez fier. C'est pas le genre que tu as l'habitude de faire dans le cinéma, mais est-ce qu'un jour tu pourrais être amené par exemple à faire, je sais pas moi, un téléfilm ou une série ou alors quelque chose sur justement les gens qui ont ces handicaps invisibles-là? On m'en parle beaucoup. Euh, je suis dans un chemin de carrière qui m'emmène ailleurs. J'ai envie de refaire une saison de La Cage parce que le MMA, c'est ma passion, que j'ai tous mes potes là-dedans et que j'ai envie de continuer. J'ai envie de refaire des comédies d'action parce que dans le cinéma français, on fait pas beaucoup de comédies d'action et que moi, j'aime ça. Donc, c'est pas dans mes projets, mais j'espère surtout on va réussir à combattre un peu ces handicaps invisibles et que bientôt, il y aura plus besoin que j'en fasse un téléfilm, tu vois. Ok. Ça serait J'espère bien. aussi. Bah, c'est vrai que ce serait bien. Qu'on soit tous égaux Ouais, parce que ça gâche devant des vies. l'école. Pour le coup, ça paraît un peu. C'est le problème du handicap invisible, c'est pas comme quelqu'un qui a un vrai handicap physique. Et ça se voit pas, mais ça génère pourtant parfois aussi beaucoup de souffrance. Tu l'as dit il y a quelques secondes, tu as parlé de La Cage. Ouais, Je sais que la saison 2 a été annoncée, elle est attendue sur Netflix. C'est aussi même la première série sur les MMA en France. Tu me dis si je dis de bêtises, mais on a vu des gros noms, tu l'as dit tout à l'heure, John Jones, Georges Saint-Pierre, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur la saison 2? Quand est-ce qu'elle sortira? Est-ce que c'était déjà en cours de montage ou est-ce que tu es encore en train de jouer avec d'autres acteurs la série? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? écoute, je suis en montage, elle est tournée. Je suis très content, très confiant parce que tu sais, faire une série sur le MMA, personne ne l'avait fait. Une série dans le MMA contemporain, c'est très dur à faire, c'est très coûteux. Tourner des combats ultra réalistes, c'est très difficile à faire. J'avais jamais dû faire quelque chose qui me nécessitait autant de capacités techniques, tu vois. Et cette saison 2 s'annonce meilleure que la saison 1. Voilà, on apprend, on s'améliore. Je suis en montage. Pour tout te dire, j'ai vu l'épisode 1 il y a 3 jours, là, qui va être très bien. Et avec plein d'autres gros noms. Il y en a que je peux pas te dire parce que c'est un autre temps de communication pour parler de ça. Ok. Mais on a été chercher quelqu'un, je dirais, du même niveau de popularité que John Jones, peut-être même un peu plus. Ce Ok. qui était quand même pas facile à faire. Donc si l'épisode 1 est terminé, je pense que c'est dans pas longtemps. Non, parce que, alors la réalité, c'est que c'est très long à faire parce que c'est une série sur laquelle il y a beaucoup d'effets spéciaux, donc Ok. on en a clairement pour un an, quoi. Donc Ok. pour cet hiver, je vous livre Validé saison 3 et l'hiver prochain, je vous livre La Cage saison 2. Ok. Et ils l'ont regardé la série John Jones et Georges Saint-Pierre? Ouais, bien sûr. Ils en ont pensé quoi? Ah bah Georges, il l'a tellement aimé qu'il a voulu venir en France faire la promo, donc il est venu faire la C'est promo vrai. avec nous. Ouais. Et Georges est aussi dans la saison 2, il tenait absolument à y être. Et John, je soupçonne John Jones, avec qui je communique toutes les semaines et on s'aime beaucoup, je le soupçonne d'avoir regardé que son épisode. Mais en tout C'est cas, possible. ouais, mais en tout cas, il s'est trouvé super dedans. Voilà. Bah, c'est le principal alors. Si lui il a kiffé. Ouais. Mais pareil, c'est des mecs. Là, je m'y connais pas, mais c'est pas des mecs qui ont fait beaucoup de cinéma avant. John Jones, j'ai vu des pubs, surtout de lui. Première fois dans une fiction. Mais en fait, et là aussi, le fait d'avoir tourné avec Mike Tyson juste avant, ça m'avait beaucoup aidé. C'est-à-dire que ça a mis John Jones vachement en confiance. Mhm. Mais ouais, finalement, c'est la même recette et je la revendique. La Cage, c'est presque un peu validé dans le MMA. C'est-à-dire un personnage de fiction qui va vivre une aventure au sein de la vraie vie, où il va rencontrer vraiment John Jones, où il va vraiment rencontrer des vrais gens du MMA. C'est pareil pour le milieu du rap, hein. Ils vont vraiment chez Skyrock, ils vont voir Fred de Sky, ils croisent Laurent Bounot dans un couloir. Enfin, je voulais vraiment raconter le vrai monde du rap français. Et là, je voulais raconter le vrai monde du MMA. Et tu es confronté à la même difficulté, c'est est-ce qu'ils vont être bons acteurs? Quand on tourne avec John Jones au Mexique, il a jamais tourné de sa vie. Il y a d'ailleurs une vidéo qui tourne où il arrive sur le tournage, il me fait un hug, il me dit qu'est-ce que je fais sur un plateau de cinéma, et il va faire sa première prise. Et il est mortel. C'est le Denzel du MMA. Il est super fort, il pose sa voix, il a compris comment jouer. Et moi, je suis avec ma caméra, on est au fin fond du Mexique. Il y a John Jones devant ma caméra et je me dis, mais j'ai tellement de la chance, il est super fort. Et en plus, il était très cool et il était content d'être là. Et derrière, il joue le jeu en promo, il poste à fond sur ses réseaux. Tyson, pareil. T'imagines quand t'arrives sur ton tournage, je suis un mec de Melun à la base, moi. Comment est-ce que tu vas le chercher, Mike Tyson? Parce que du coup, t'as pas. Tu sais, John Jones, tu peux leur dire j'ai tourné avec Mike Tyson un an avant, pareil pour Georges Saint-Pierre.
Mike Tyson, avant lui, bah, tu as tourné avec Mike Bentala. Tu n'as pas tourné avec beaucoup de Ouais, combattants. c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal et très fort. Mais il est un peu moins bon, je pense, en boxe. Donc, Ouais. Mike, peut-être qu'il connaît pas. Écoute, bah, la réalité, c'est que c'est un Américain. Les Américains, c'est payé combien, c'est quoi le projet et c'est qui le porteur du projet. Ça, c'est beaucoup ce qu'on te demande. Ok. Et bah, ça va boucler la boucle de cette interview. On lui explique que c'est un mec qui a fait la première série sur le rap en France et que ça a été un très gros succès. Et lui, Tyson, bah, malgré tout, le peura, ça lui parle. Et puis, on lui propose un rôle qui l'amuse. Et puis, quelques jours après, on est au fin fond de la Colombie avec lui. C'est une histoire incroyable parce que tourner avec Tyson, c'est pas quelque chose de normal dans une vie. Il y a l'armée colombienne qui est là. Il y a des agents de la CIA qui viennent pour vérifier que tout est en sécurité parce que Mike Tyson, c'est un monument. C'est le patrimoine. C'est le patrimoine américain. Ouais. Il peut lui arriver quoi que ce soit, donc il est ultra protégé. Et le jour où Tyson arrive sur le tournage, je suis avec Ramsey et je te jure, jusqu'à ce qu'on le voit, on n'y croyait pas tellement ça nous paraissait fou. C'est-à-dire que les contrats étaient signés, on savait qu'il allait avoir Mike Tyson dans mon film. Je te rappelle juste le background, je suis un mec de Melun qui dressait des pitbulls. Et là, je suis au fin fond de la Colombie, je fais un gros film à 20 millions de dollars. Et il va y avoir Mike Tyson sur mon plateau. Et je suis avec Ramsey et Anwar le nain. Et on se dit, il y a vraiment Mike Tyson qui va arriver. Non, c'est un sosie qui va arriver, ils vont lui mettre une douille, c'est pas possible. Et Tyson arrive, et on a passé 3 jours avec lui complètement fou, où je lui ai posé toutes les questions que je voulais, où je lui ai dit, s'il te plaît, raconte-moi Tupac. J'ai eu cette discussion avec Tyson, comme avec toi, là, où je lui ai dit, raconte-moi Tupac, qui est un sujet d'ailleurs très compliqué pour lui. Mais on a passé 3 jours. Même encore aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il se sent un peu responsable. Tu connais l'histoire, Ouais, tu sais qu'il devait aller faire la fête ensemble C'est s'il ça. gagnait le combat, que sa femme lui dit non, Mike, tu sors pas, et que du coup, Tupac l'attendait, il part, et voilà. Alors, le problème qui lui est arrivé serait arrivé probablement plus tard à un moment, mais Ouais. Mais à ce moment-là, ouais. Parce que peut-être qu'il aurait eu sa sécu aussi à lui. Et que ça serait pas arrivé à ce moment-là si, Ouais. si Tyson était sorti avec lui comme c'était prévu. Donc ouais, c'est très délicat. Quand je te dis je parle avec Tyson de Tupac, c'est pas au bout de 5 minutes. C'est à la fin de la deuxième nuit, où tu sais, l'ambiance de nuit, où on discute, où on se raconte des trucs. C'est à ce moment-là que les langues se dénouent et qu'on discute. Mais voilà, j'ai vécu des moments incroyables. Tourner avec Mike Tyson, c'est une folie. Et là encore, Tyson, tu lui envoies le film, il est avec sa femme, son équipe, il regarde le film, et une fois qu'il regarde le film, il décide s'il va te faire un peu la promo ou pas. Ok. Et il aime le film, et d'un coup, tu vois qu'il poste tout. Il poste l'affiche, il poste des photos avec moi. C'est-à-dire qu'un matin, tu te réveilles, et il y a une photo de toi et Tyson que Mike Tyson a postée sur son compte Insta. Stylé. Non, c'est trop. Stylé. Ouais, très stylé. Très stylé. Très, très, très stylé. Bah, écoute, Franck, merci d'être venu Merci à aujourd'hui. toi. Merci de t'être livré, d'avoir répondu à toutes nos questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, je suis très gâté. Je travaille pour être gâté comme ça, mais je suis gâté, donc si ça pouvait continuer encore quelques années, je serais ravi. Top. Super. Bah, merci. Merci à toi, mon gars. Même si on place le micro là, Merci, mon gars. je check. Bon réflexe. Parce que là, il est vraiment partir.